Très cher ami entrepreneur en production agricole, je m'appelle Geneviève Laprade et je vais te présenter aujourd'hui le portrait assez bref des productions agricoles au Canada pour que tu puisses par la suite choisir puis être en mesure de pointer là, les avantages là, pour chaque production, puis ensuite savoir quel qui serait le mieux pour toi selon mon propre opinion personnelle. Donc on y va. Donc, c'est vraiment une présentation là, des moyens de production agricole. Puis, je les ai élucidés là, en ordre croissant, qui part de la production la moins attrayante au niveau écologique et économique à la plus pertinente selon mon opinion personnelle encore là. Donc, pour moi, ils ont tout un attrait pertinent qui mérite notre attention. Puis, il a été vraiment difficile de mettre ces productions en ordre croissant parce qu'ils ont chacune différents aspects que je trouve importants. Mais dans leur ensemble et de façon distinctive et individuelle, elles représentent pour la majorité des désavantages au niveau écologique, mais prises dans un ensemble et pensées de façon collective, elles ont selon moi un attrait se vouant au pilier du développement durable qui est très important pour les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Donc, commençons. Premièrement, il y a l'agriculture conventionnelle en champ, qui est pour moi la première des productions agricoles qui se situe à celle qui serait la moins importante au niveau environnemental, mais qui peut générer par contre des revenus fort intéressants dans le milieu agricole. Fait que c'est une forme d'agriculture qui se pratique en grande majorité euh, par la monoculture et de façon mécanisée. C'est aussi une agriculture qui profite et qui évolue au sein du monde économique capitaliste. Donc, c'est vraiment la forme d'agriculture la plus pratiquée au monde en ce sens. Puis, elle se base sur les préventions et l'irradiation d'intrants nuisibles aux cultures par l'utilisation, par exemple, de pesticides, d'herbicides et de fongicides. Pour ce qui est des avantages et des désavantages pour l'agriculture conventionnelle en champ, bien, premièrement, son avantage le plus important, c'est qu'elle possède l'avantage de produire une quantité énorme de produits et d'aliments nécessitant un minimum d'efforts physiques par l'usage des machineries lourdes. Donc, par cet usage-là, qui nécessite un minimum d'effort physique, il y a plus de temps libre pour le producteur. Euh, les travaux s'effectuent plus rapidement. Puis, en plus, il y a un rendement qui est très grand qui amène vers un revenu tout autant important. Pour ce qui est des avantages, c'est vraiment plus au niveau écologique qu'on va voir des impacts, comme par exemple les produits de synthèse qui sont toxiques, qui servent à éliminer des espèces envahissantes comme le chardon par exemple, ou les insectes comme les pucerons. Ensuite, il y a les machineries lourdes qui apportent de l'érosion par compaction. De l'érosion, on dit que c'est de l'érosion hydrique ou de l'érosion éolienne. Puis, tous ces facteurs-là, ils affaiblissent les sols en termes de biodiversité. Puis les sols qui subissent tous ces phénomènes-là de cette agriculture conventionnelle-là, ils fabriquent plus assez de matière organique. Fait que ça nécessite encore plus d'apports synthétiques comme des engrais liquides. Puis c'est vraiment un cycle perpétuel là, qui fait l'artificialisation des cultures et des sols. Fait que c'est vraiment l'agriculture conventionnelle, c'est un peu synonyme de artificialisation alimentaire, si on veut, mais qui est rentable. Mais pas à long terme, par contre. C'est pas une agriculture qui va être rentable sur le long terme. Donc, deuxièmement, il y a les cultures sous serre, que je trouve que c'est intéressant. C'est la forme d'agriculture qui consiste à utiliser divers bâtiments qui sont en vitre ou en polyéthylène, c'est une sorte de plastique, puis qui sont sur des structures en bois ou en métal. Sert à cultiver les végétaux à l'intérieur de façon à les protéger, surtout du climat, puis de tout ce qui est en lien avec la biologie de l'environnement extérieur comme les insectes. C'est une agriculture qui permet l'adaptation
et le contrôle de ces cultures. Et puis, au Canada, les cultures en serre les plus populaires et rentables sont les tomates, les poivrons ainsi que les concombres. Donc, ça peut être intéressant selon la niche que tu veux choisir. Pour ce qui est des avantages et des désavantages de cette culture sous serre, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à temps vraiment prolongé. Comme par exemple, au Québec, on peut utiliser des cultures sous serre d'avril à novembre. Puis, il y a même des serres qui sont en train de se faire bâtir ou qui sont déjà en place aujourd'hui, qui peuvent servir durant la période hivernale. Puis, ça ici, ça amène vraiment une rentabilité économique parce que, comme au Québec, on est limité en termes de climat, ce qui limite notre temps de culture, mais avec ce moyen-là, on peut vraiment allonger cette période de culture-là qui est vraiment favorable à l'économie de l'entreprise. Donc, c'est une meilleure productivité qu'en champ. On dit que c'est 10 fois plus performant en termes de récolte. Elle aide à protéger contre les maladies, comme je disais plus tôt. Les plantes sont abritées par les intempéries et les températures plus froides. Puis, c'est des produits de très haute qualité, puisqu'elles sont protégées par les températures, mais aussi pour les insectes ou les maladies. Fait que ça amène des fruits, des légumes vraiment plus hauts en termes de qualité. Puis aussi, c'est un marché qui se veut très diversifié. Donc, il y a vraiment plusieurs niches qui sont offertes dans ce genre de culture-là, ce qui donne vraiment un aspect intéressant là, pour l'entrepreneur qui débute. Pour ce qui est des avantages, c'est vraiment un investissement de base qui est assez élevé. Mais pour moi, je dirais que ça vaut vraiment la peine d'investir dans ce genre de structure-là parce qu'à long terme, ça va être favorable pour la rentabilité de ton entreprise. Par contre, il y a aussi des coûts qui sont élevés en termes de production. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, par exemple, qui est importante. Il y a la propagation de maladies qui peut être très rapide aussi parce que c'est dans un environnement qui est assez clos. Fait que pour ça, il faut faire attention pour bien contrôler, par exemple, la température sous les serres, pour pas que ça soit trop humide, ce qui peut être favorable à la moisissure, par exemple, ou à la propagation d'insectes. Puis, bien évidemment, il ne faut pas qu'il fasse trop froid pour que la croissance des plantes soit en bon terme. Puis, aussi, un autre point qui serait désavantageux, c'est la pollinisation qui est plus difficile étant donné l'environnement qui est clos. Par contre, on peut faire affaire avec des compagnies qui peuvent nous vendre des insectes pollinisateurs, comme par exemple des coccinelles, qui peuvent aussi jouer un rôle de prédateur pour les ravageurs. Il y a le système d'irrigation qui est obligatoire pour le bon fonctionnement des serres également. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut être lié à un approvisionnement qui est sur le terrain, comme s'il y a un ruisseau ou une rivière qui est pas loin, on peut approvisionner la serre directement avec cette source d'eau-là. Donc ça serait un avantage aussi. Pour ce qui est de la culture maraîchère, c'est une autre sorte de production que je voulais discuter avec toi. Elle se distingue vraiment du jardinage. C'est une culture qui implique la production de fruits et légumes de manière à en faire la production rentable des produits en plein air ou sous abri. Fait que ça peut vraiment être autant en serre que à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs types de cultures de maraîchage. Il y a la culture hors sol, comme qui pourrait être en serre. Il y a hors sol, on parle aussi d'aéroponie, d'ultraponie, qu'on va parler un peu plus tard. Puis, il y a la culture associée et urbaine et innovante, qui sont tous des types de cultures assez intéressants.
Pour ce qui est de la culture maraîchère hors sol, c'est vraiment la culture de végétaux qui implique que les racines croient sans être en contact avec un sol, que l'on appelle l'hydroponie ou l'hydroculture. Donc l'hydroponie, moi je pense tout de suite à l'eau. Donc ça peut être un eau sans sol. Donc ça peut être avec des substrats de sable, d'argile, de laine et de roche et de la fibre de coco. Puis les racines y évoluent dans ces substrats-là avec l'eau qui est ajoutée. Par contre, ça va être utilisé souvent avec des nutriments qui vont être apportés par la suite aux plantes pour accélérer le processus de maturation. Puis tout ce qui peut être lié à la croissance de la plante. Donc, il y a des intrants qui peuvent être coûteux, ça c'est sûr. Mais l'objectif principal, c'est vraiment justement d'accélérer le processus de maturation par un forçage naturel des plantes qui ont besoin de nutriments indispensables à la croissance, d'hygrométrie idéale, d'ensoleillement idéal. Donc, c'est naturel ou artificiel. Ça dépend de comment vous voulez avoir votre rapport avec votre production. Puis, il faut avoir des températures idéales et des choix variétals idéaux pour la culture hydroponique. Les avantages et les désavantages. Pour ce qui est des avantages, c'est vraiment que ça réduit le risque de maladie parce qu'on ne fait pas affaire avec un seul. Il y a des rendements qui sont 20 à 25% plus grands par rapport à une culture sous serre en pleine terre. Puis les légumes sont d'un calibre beaucoup plus gros sans utilisation de produits chimiques. Il y a moins de main-d'œuvre qui est nécessaire. Puis économiquement parlant, il n'y a pas de produits fertilisants. Puis les besoins en eau sont réduits. Fait que c'est vraiment plus économique pour l'entreprise. Il y a la durée de culture qui est plus courte que la culture traditionnelle. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est des désavantages, c'est vraiment lié au coût d'investissement là, qui va être très élevé, qui est à considérer. Puis, il y a certaines maladies qui peuvent se propager rapidement également. Puis, il y a des problèmes nutritionnels comme de la dépendance de la plante aux apports en engrais liquides, par exemple. Il y a la difficulté de certification en matière de culture biologique à cause des normes qui sont complexes liées à ça. On va en parler un petit peu plus tard de la certification biologique, mais c'est tout le temps un processus qui est un peu plus compliqué. Pour ce qui est de l'aéroponie, c'est quoi en fait? C'est vraiment la croissance de plantes par l'air qui vont être installées dans des bassins assez larges qui contiennent de l'eau avec des nutriments dans un système qui est vraiment clos. Puis il va y avoir de l'air qui va être où ce qu'il y a la racine, puis un peu en haut de l'eau. Puis par un système de chauffage, cette eau-là va s'évaporer, puis va venir attacher là, les particules de nutriments sur ces racines-là qui vont ainsi croître. Puis tout ça, c'est vraiment lié à un éclairage artificiel. Donc, on a vraiment le schéma ici qui démontre un peu comment ça fonctionne. Pour ce qui est des avantages de l'aéroponie, c'est une économie en eau de 95% parce qu'on n'a pas à donner un apport en eau puisque les plantes, ils se nourrissent par l'évaporation de celle-ci. Donc, ils auront un apport direct avec l'eau. Il y a un gain d'espace de 90%, puis une accélération de cycle de production de 60%, ce qui est assez grand. Il y a un rendement jusqu'à 300%. Ça, c'est énorme. Il y a très peu de maladies, de réduction des pesticides jusqu'à 100%. Puis, au niveau écologique, il y a une réduction d'engrais de 60%. Donc, c'est vraiment des beaux chiffres à regarder pour ce qui est de l'aéroponie. Par contre, s'il y a une panne ou il y a un arrêt total de la production parce qu'on est vraiment dépendant de la chaleur puis de la lumière strictement. Puis, il y a un contrôle de la solution nutritive qui est impérative. Puis, c'est vraiment demandant en consommation d'énergie suivi d'un investissement très, très important en équipement. Fait que tout ça, c'est à considérer pour démarrer l'entreprise en système aéroponique.
Aussi, il y a l'ultraponie, qui est vraiment la forme évoluée de l'aéroponie, qui peut être quelque chose à considérer aussi. Elle fonctionne par un fractionnement de gouttes d'eau chargées en nutriments, l'absorption totale de la plante. Ça utilise des ultrasons pour accélérer la croissance des racines, des tiges et des feuilles. Puis il fonctionne aussi avec un chauffage artificiel comme l'aéroponie, puis un éclairage artificiel également. Puis les plantes vont se nourrir là, justement par l'eau puis les nutriments en suspension dans ce dit brouillard par diffusion à ultrasons. Pour ce qui est des avantages et des désavantages, c'est un peu similaire à l'aéroponie, mais pour cette production-là, il va y avoir des engrais absorbés en totalité qui va créer une économie de 40%. Il y a très peu de maladies, puis il y a très fort développement racinaire aérien, ce qui est intéressant. Il n'y a pas de pompe, donc il y a plus d'économie en électricité que l'aéroponie. Donc ça aussi, c'est intéressant si on veut aller dans cette production. Pour les désavantages, il faut avoir un contrôle régulier du bon fonctionnement des diffuseurs, puis un investissement important au début de l'implantation de l'entreprise. Puis encore là, c'est pas inscrit ici, mais il y a une dépendance aussi en termes d'énergie consommée, puis d'équipement là, qui doit être toujours alimenté, comme le chauffage, puis les lumières. Ensuite, un autre type de culture maraîchère, c'est la culture maraîchère associée. C'est vraiment la culture de plusieurs espèces sur une même parcelle. Celles-ci font des échanges de façon chimique de leurs services qui favorisent la croissance et la défense face aux différents pathogènes nuisibles, comme par exemple des insectes ou des maladies. Il est possible d'appeler cette technique de compagnonnage que je trouve très très intéressant. Puis on a ici un exemple qui s'appelle les trois sœurs. C'est un combo qui est très classique, qui était utilisé beaucoup par les autochtones. C'est avec le maïs, le concombre et l'haricot. Puis, on a ici un tableau qui exprime quelques gains de productivité en lien avec les associations de certaines plantes, puis les méthodes utilisées pour avoir ce gain de productivité-là. Donc, on voit ici que pour la tomate et la laitue, il y a 222% de gain de productivité pour les rangs alternés. Puis pour les carottes poivrons, c'est 127% pour un rang de carottes entre deux rangs de poivrons. Donc, et ainsi de suite. Il y a vraiment une incidence là, qui est positive avec le compagnonnage. Puis, ce serait vraiment intéressant de pouvoir plonger plus dans chacune des caractéristiques de chaque aliment végétaux qui pourraient aider les autres végétaux à croître. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent être en compétition, mais il y en a d'autres qui seraient vraiment des copains, puis qui peuvent s'entraider à croître là, à travers ce monde plein d'enjeux pour leur santé. Donc ensuite, on passe à la culture maraîchère raisonnée. Puis ça, c'est vraiment une culture qui s'applique d'une façon plus responsable que l'agriculture conventionnelle, mais elle n'y est pas loin. Elle fait appel au raisonnement avant l'utilisation de produits de synthèse nocifs. Donc, elle n'en se prive pas, mais elle prend un raisonnement plus éclairé avant de l'utiliser. Puis, elle a des buts principalement financiers. Donc, c'est vraiment pour un rendement économique élevé, même s'il y a des impacts environnementaux, c'est pas nécessairement sa priorité de faire attention à l'environnement. C'est sûr que ça peut être dans son plan de match de faire attention à l'environnement, mais son but premier reste à profiter de ces non-applications-là de façon financière pour économiser. Donc, pour ce qui est de l'agriculture maraîchère urbaine et innovante, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus à la mode au sein des villes.
C'est une forme de cultivation qui encourage la production le plus près possible des consommateurs ou même au sein d'une communauté urbaine. Donc, pour les grandes chaînes de production, le cadre entrepreneurial se base souvent sur les cultures hors sol qui favorisent une production de masse et qui sont basées sur les avancées technologiques surtout. Il est aussi souvent vu que les structures urbaines sont mises à l'avantage de la production, telles que l'utilisation du chauffage de l'immeuble, les appartements, les bouches de métro et les récoltes d'eau de pluie. On voit de plus en plus de villes qui veulent implanter des toits verts. Il y a même eu des épiceries qui font pousser leur nourriture sur le toit, puis qui vont récolter directement les légumes à la vente à même la propriété. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant en termes de proximité. Pour ce qui est des avantages, le système économique est rentable. Donc, il y a vraiment un investissement en infrastructure qui peut être moins important. Puis une économie d'énergie et eau pour justement si on s'alimente avec les infrastructures en place, comme par exemple, comme qu'on disait là, avec la récolte d'eau de pluie, les bouches de métro, etc. Et puis, il y a vraiment la proximité du marché qui est intéressante. Il y a le système éco-responsable qui veut dire qu'il y a une législation rigide en termes d'utilisation de pesticides. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a une amélioration de l'environnement urbain. Donc, on a vraiment un côté qui peut être plus esthétique à l'œil, puis un élément de bien-être qui limite la pollution visuelle, mais aussi la pollution des sols et de l'air, de l'environnement urbain. Pour ce qui est des désavantages, c'est souvent des petites surfaces de culture, puis qui nécessitent un taux élevé en investissement de départ. Ensuite, on tombe dans l'agriculture fruitière. C'est une agriculture qui se base sur l'arboriculture, qui inclut l'utilisation d'arbres fruitiers afin de récolter les fruits. Il y a différentes sortes d'agriculture fruitière, telles l'agriculture extensive, la culture intensive, la culture de haute densité et la culture étagée. Moi, personnellement, je trouve que la culture extensive et étagée sont les plus intéressantes pour notre opinion finale de la présentation. Donc, soyez attentifs pour ces deux types de culture fruitière ici. Donc, l'agriculture fruitière extensive, elle utilise des intrants limités en main-d'œuvre, puis une fertilisation et une mécanisation sur de grandes surfaces de terre, puisqu'elle est surtout basée sur la fertilité naturelle du sol, du climat et du terrain. C'est vraiment un système écologique à culture biologique. Elle comporte une faible densité de plantation, soit de 80 à 150 plants par hectare en 10 par 10 mètres, ainsi qu'un faible rendement de 3 à 7 tonnes par hectare. Mais je trouve que c'est une façon de produire qui est très intéressante si on va justement vers la pluriactivité qu'on va parler un peu plus tard. Pour ce qui est de l'agriculture fruitière intensive, c'est une agriculture qui a un fonctionnement intensifié par la mécanisation afin d'accroître la productivité. Elle nécessite beaucoup d'intrants tels que la main-d'œuvre, les pesticides et engrais afin d'augmenter le rendement. Elle a une densité importante, soit de 500 à 1000 plants par hectare en 3,5 mètres par 5,5 mètres. Donc, on s'en va vers de plus en plus de plantes sur petite surface qui nécessitent beaucoup d'intrants. Pour ce qui est de la culture fruitière à haute densité, c'est une culture qui priorise le rendement sans l'augmentation de la surface cultivée. Donc, on s'en vient encore sur comme plus petite surface ou surface non changée, mais avec une plus haute quantité de pommiers, par exemple, qui soit ici de 40 à 45 tonnes par hectare.
Elle possède une haute densité, soit de 1500 à 2500 plants par hectare en 1 fois par 3,5 mètres, qui nécessite l'utilisation de porte-greffes pour nains et des palissades. Elle a besoin d'une main-d'œuvre et d'une mécanisation plutôt intensive, suivie d'une utilisation portée de produits fertilisants et pesticides qui font des grands impacts environnementaux. Pour ce qui est de l'agriculture fruitière étagée, c'est une façon de cultiver qui fait alliance avec l'arboriculture fruitière et la culture de légumes. C'est vraiment une production que je trouve très intéressante parce qu'on retrouve encore là le thème de compagnonnage qui, par exemple, le fixateur d'azote pour le pommier peut entrer ici en jeu. Il nécessite une main-d'œuvre assez importante par contre. Il comporte plusieurs avantages comme une pluriactivité amenant rentabilité puisqu'il implique plusieurs productions en temps varié. Les plantes approvisionnent à leur façon le sol en nutriments puis stabilisent et enrichissent ce même sol. Il aide à l'érosion des sols et augmente la biodiversité. Donc ici, en se basant là, sur les exemples là, des légumes qui sont plus demandants en azote dans le tableau qu'on voit ici, il est possible de faire des plans éclairés sur une association éventuelle afin que chaque espèce perdure. Ça, c'est toujours en lien avec la culture étagée des arbres fruitiers. Pour ce qui est du pommier, il faut dire que c'est un grand consommateur d'azote. Alors, il est bien de l'agencer avec un fixateur d'azote comme l'haricot. On voit ici l'haricot. Il est ici. Donc, on peut agencer l'haricot avec le pommier. Puis ensuite, on peut mettre des légumes qui sont moins demandants en azote, comme l'oignon, par exemple. Puis, je trouve que c'est une façon de produire qui est très intéressante parce qu'on va vraiment aller chercher chaque propriété là, de chaque aliment là, qui peut être important pour l'autre. Donc, c'est encore là un concept de compagnonnage. Puis, étager aussi veut aussi dire que, par exemple, les légumes qui sont plantés en dessous d'arbres, ben, ils peuvent varier selon la quantité de lumière qu'ils ont besoin. Donc, si on prend un pommier qui est très, très grand, il est à pleine croissance, puis on décide de mettre des cultures de choux en dessous, ils vont bien croître parce qu'ils ont moins besoin de lumière que, par exemple, des carottes ou des tomates là, qui pourraient nécessiter plus de soleil. Donc, tout ça, c'est à penser. Les cultures étagées permettent aussi d'avoir une plus grande densité là, de culture qui égale un plus grand rendement. Pour ce qui est de la rotation des cultures, c'est une organisation, un plan de structure des parcelles soigneusement pensé d'avance afin d'éviter la propagation de maladies d'année en année et d'éviter l'approvisionnement des sols, d'améliorer la structure et d'améliorer l'enrichissement de celui-ci. Ça peut entraîner des performances économiques et techniques comme en rendement et en main-d'œuvre, en consommation de systèmes d'énergie et sur l'impact environnemental aussi. Par exemple, on peut passer en première année de culture avec la tomate, le piment et la pomme de terre pour ensuite implanter sur cette même parcelle des concombres, des courges ou des citrouilles qui font partie de la famille des curcubitacées. Puis la troisième année, passer ensuite par des crucifères comme le chou, le brocoli ou le radis. Pour qu'ensuite, la quatrième année, ce soit des légumineuses, comme des pois ou des haricots. Puis ensuite, le cycle continue, ce qui favorise vraiment là, une bonne biodiversité des sols, puis qui va aider par la suite, à long terme, les cultures à bien croître. Pour ce qui est de la culture biologique, c'est vraiment une culture qui est basée sur l'environnement. Elle encourage la biodiversité et les ressources naturelles qui portent vers les principes de l'agriculture durable. C'est l'utilisation de produits de synthèse chimiques qui sont interdits pour la protection des sols et des plantes.
C'est vraiment au summum des préoccupations, ce qui demande de faire des apports en engrais et en pesticides de façon vraiment naturelle, comme par exemple avec des engrais verts tels que le compostage. Pour la culture biologique, il y a des avantages, mais il y a des désavantages aussi qui sont à considérer. Pour ce qui est des avantages, il y a une économie en énergie puis en eau qui est importante. Il y a la préservation des sols et de la nappe phréatique. Puis les produits sont de meilleure qualité. Il y a l'environnement qui est préservé, ça c'est sûr. Puis c'est en très grande demande auprès des consommateurs, ce qui est vraiment rentable économiquement parce que les gens aujourd'hui demandent de plus en plus de légumes frais puis sains. La communauté est de plus en plus conscientisée par rapport à ce qu'ils ingèrent qu'auparavant, étant conscient que les engrais de synthèse et tout ce qui en est de l'agriculture conventionnelle n'est pas nécessairement bon pour le corps ni pour la terre. Donc pourquoi consommer quelque chose qui n'est pas bon pour la terre? Ça fait pas de sens. Donc, la culture biologique, elle encourage les petites productions fermières, ce qui est très intéressant. Puis, elle apporte un enrichissement naturel comme le compost animal et végétal, le fumier pour le phosphore, les algues et les cendres de bois pour le potassium. Pour ce qui est des désavantages, c'est moins rentable que l'agriculture conventionnelle parce que, encore là, c'est une production qui peut coûter assez cher. Puis, les produits aussi sont chers sur le marché, qui sont biologiques. Donc, la culture est sensible aux maladies étant donné qu'elles sont plus exposées. Puis, il y a beaucoup de main-d'œuvre. La certification biologique est difficile en termes de temps et de coût, ce qui peut aussi confirmer pourquoi les fruits et légumes certifiés biologiques sont plus chers à l'obtention. Pour ce qui est des normes biologiques canadiennes à la certification, c'est vraiment un processus qui peut être long et compliqué et coûteux, comme je mentionnais plus tôt, parce qu'il y a vraiment une interdiction de l'utilisation de techniques de génie génétique. Puis, c'est interdit d'utiliser des régulateurs de croissance. Il y a une interdiction aussi sur l'irradiation des aliments. Les engrais, les composts et les additifs alimentaires peuvent être utilisés s'ils ne contiennent pas de substances permises listées dans les normes. Ils obligent à l'isolement des cultures biologiques par rapport aux cultures conventionnelles. Donc, on utilise les zones tampons qu'on appelle. Puis, on n'a pas la possibilité de faire des cultures biologiques sur des cultures conventionnelles si ça a été... parce qu'il peut y avoir contamination. Il y a une interdiction de cultiver une même espèce sous forme biologique et non biologique. Ça vient un peu au même point précédent. Les obstacles à l'obtention de la certification biologique sont présentes. Il y a de longues périodes de transition en conventionnel et biologique qui exigent des historiques de rendement et d'évaluation. Les règlements sur les produits biologiques ne s'appliquent que dans certaines provinces et à l'étranger. Au Canada, il y a seulement la Colombie-Britannique, le Manitoba et le Québec qui ont approuvé les normes nationales. La concurrence entre les produits alimentaires biologiques et ceux étiquetés comme naturels sont vendus moins cher et prêtent à confusion souvent. Donc, pour moi, la production idéale, si on synthétise un peu la présentation que je viens de te faire, selon mon opinion, face au portrait général de l'agriculture canadienne, le mode de production idéal serait un beau mix de plusieurs productions mises ensemble afin de former un tout. Ça t'aide peut-être pas, mais c'est juste que j'ai l'impression, puis la conviction qu'on peut vraiment faire une agriculture qui rassemble des bonnes productions ensemble. Puis, comme on dit, l'union fait la force. Ça forme un mode de production vraiment de pluriactivité qui est pour moi très intéressant au niveau économique, social et environnemental. Quand on pense à l'agriculture durable, on a souvent tendance à vouloir laisser aller un côté pour l'autre, puis souvent on prend plus parti pour le côté économique que le côté environnemental.
mais pour moi, c'est important de garder un équilibre entre les trois aspects. Donc, la production idéale pour moi, ça serait un mix entre la culture biologique non certifiée, la culture en serre en sol et ou hors sol, la culture maraîchère à rotation de culture et associée. Associée, on parle de compagnonnage. Il y a l'agriculture fruitière de façon extensive et étagée, qui est l'arboriculture ou l'agroforesterie, et qui amène vers une culture bio-intensive. Donc, la culture bio-intensive, en gros, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on appelle une micro-agriculture, qui signifie de produire sur petite surface de façon intensive. C'est une forme d'agriculture qui a de très fortes similarités avec l'agriculture biologique, puisqu'elle invite à l'augmentation de la biodiversité et à la protection des sols. Elle se dit aussi comme une agriculture permanente. La permaculture ou l'écoculture, ayant comme but d'être auto-fertile, permanente et autonome, incitant l'autosuffisance et la résilience agricole ainsi que pour l'individu. Donc, elle suit aussi les principes de développement durable comme que j'évoquais, qui étant l'économie sociale et environnementale. Donc, il y a plusieurs acteurs dans le milieu du bio-intensif à travers le monde. Il y a Mollison et Holmgren, Larry Korn, qui sont des Américains, ainsi qu'Elliott Coleman, qui est américain si je ne me trompe pas. Il y a Perrine et Charles Hervé-Gruyère, qui sont des Français du bec et loin. Puis il y a Masanobu Fukuoka, qui est un Japonais, qui ont tous appliqué et écrit à propos de la permaculture et du bio-intensif. Donc ici, c'est le modèle qu'on voit. C'est le modèle qu'Elliott Coleman a fait avec ses serres mobiles. Donc, il va vraiment commencer certaines cultures en serre. Puis, quand ça va être le temps qui va faire plus chaud, le temps va être plus vouable aux plantes, il va pouvoir pousser sa serre qui est comme sur des rails, puis les cultures vont pouvoir être à l'air libre pour profiter de tous les intrants qui peuvent être favorables à la culture en place. Puis, par cette occasion, ben, il pourra profiter encore de sa serre qui va avoir été déplacée. Donc, c'est vraiment un concept qui est pertinent dans le cadre du bio-intensif, mais c'est vraiment juste une des facettes des techniques qui peuvent être apportées là, dans cette production-là. Fait que il y a vraiment un éventail très très large dans ce qui est trait au bio-intensif de la permaculture. Donc voilà, tous ces termes qui comportent à chacun leurs avantages ainsi que leurs désavantages, tels qu'exprimés dans la présentation, sont présents, mais il faut qu'on sache comment les exploiter de façon concrète puis viable à long terme. Par contre, à chacun apporte leur grain de sel qui promue la santé de l'environnement des terres agricoles et forme un tout en menant pluriactivité qui équivaut à un rendement supérieur qu'à d'autres modèles comme le modèle conventionnel. À ce titre, la culture bio-intensive mélangeant toutes ces actions est pour moi le modèle le plus rentable pour vous, chers entrepreneurs agricoles. Il nécessite de faire des évaluations de terrain en premier lieu et de comprendre la complexité écologique propre à sa région et d'observer chaque élément avant de commencer le projet agricole. Donc pour moi, l'écoculture, c'est l'agriculture de demain. Puis j'espère que cette présentation va vous avoir éclairé dans le cadre de votre choix de production agricole, puis que vous allez faire des choix judicieux pour ce qui est du futur de notre agriculture de demain. Merci pour votre écoute. Ici, les liens que j'ai utilisés pour certaines définitions, puis l'entièreté du PowerPoint a été inspirée des notes de cours qu'on a vues en classe avec le professeur. Je les ai mis là pour que vous puissiez les vérifier.